UFC 314 les gars, la carte est surchargée, vous avez évidemment le main event entre Monsieur Alexander Volkanovski et Diego Lopez. On va savoir si c'est la fin du run légendaire du divin chauve. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Le co-main event évidemment, Michael Chandler contre Paddy Pimblett, et le reste de la carte est surchargé. Donc avec Rust on s'est dit, plutôt que de faire un seul combat, est-ce qu'on ne ferait pas toute la main carte, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc on va moins entrer dans le détail que d'habitude, mais vous allez avoir une vision complète de la chose pour cette UFC 314. Puis n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ce format là, ou si vous préférez qu'on se concentre vraiment sur un seul combat. C'est parti, générique. La vidéo analyse de l'UFC 314 est sponsorisée comme à chaque fois par nos gars sur de Winamax. Donc vous créez votre compte sur Winamax, vous déposez 100 €, vous avez immédiatement 100 € en pari gratuit et vous saisissez le code LASSUEUR10 au moment du premier dépôt. Vous avez 10 € supplémentaires et donc ça fait 210 € de capital pour parier. Qu'est-ce que moi je peux vous conseiller humblement? Imaginons, vous êtes là, vous allez vous dire, bon, on a Alexander Volkanovski cote à 1,70, Michael Chandler cote à 2,20 et vous avez également, allez, un petit Jean Silva cote à 1,28, ce qui veut dire que si vous misez 20 €, vous repartez avec 95,74 € pour vous, les gars. Comme d'habitude, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, les jeux d'argent ne permettent pas de s'enrichir et j'insisterai toujours là-dessus les gars, gardez le contrôle. On va commencer par Bryce Mitchell contre Jean Silva. Cote Winamax, Jean Silva favori, cote à 1,28, Bryce Mitchell cote à 3. Alors est-ce que là on est en train de se laisser un petit peu embarquer par la hype, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, j'ai trouvé ça assez intéressant, qu'on fait un petit parallèle avec le combat qu'on a eu le week-end dernier entre Pat Sabatini et monsieur Jonderson Brito. The Brito. Les gens ont fait un parallèle avec ce combat. Les gens ont fait un parallèle avec ce combat. Putain, c'est stylé. Parce que, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ce ne sont pas des noms connus, donc ça veut dire que tu traînes sur vraiment des forums de fans hardcore là. C'est beau. C'est beau, putain. Mais en fait, ça me choque un peu dans le sens où stylistiquement, il y a quand même une énorme inconnue pour l'un et pour l'autre. Et c'est pour ça que de dire très clairement l'un va prendre l'avantage sur l'autre, que ce soit pour Jean Silva ou pour Bryce Mitchell, m'étonne. Après, le fait qu'il mette Jean Silva favori, il se base probablement sur sa dynamique qui fait que là, comme il est en train d'exploser absolument tout le monde, 4 combats à l'UFC, 4 KO, c'est sûr que t'as quand même très envie de te dire, bon, c'est ce mec-là qui est sur la pente ascendante, tandis que Bryce Mitchell, on a vu que sur ses derniers combats, il était à 2-2. Donc, je peux le comprendre dans ce cas-là, mais Jean Silva, son style étant celui de quelqu'un qui veut rester debout majoritairement, envoyer des énormes bombes rapides, explosives, avec un très bon coup d'œil, mais qui n'est pas mobile, c'est intéressant parce que Bryce Mitchell, lui, il va, de toute façon, son style, c'est de faire du MMA total, c'est-à-dire il va jamais essayer de complètement être juste debout et faire du striking juste au sol, etc. Il va tout le temps te menacer. Il n'y a pas une séquence, pour Jean Silva en tout cas, il n'y aura pas un moment dans le combat, normalement, si Bryce Mitchell fait ce qu'il fait d'habitude, et il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, il n'y a pas un moment où il sera serein que là, il peut faire juste un échange en anglaise et ça va bien se passer et Bryce Mitchell va pas plonger dans les jambes à un moment donné. Parce que c'est tout le jeu de Bryce Mitchell et il l'a fait à très très haut niveau parce que il a quand même réussi de cette manière-là, en liant son anglaise et son striking avec les mises au sol, à mettre au sol, notamment Ilia Topuria quand même, et ça, il faut le noter. Mais même, tu vois, je re-regardais son combat contre Danny Gay, qu'est-ce que c'est beau! Et on parle de Danny Gay, c'est-à-dire que c'est un mec qui est top 10 dans les featherweight pérennes, on sait qu'il est ultra complet, on sait que même quand tu l'emmènes au sol, c'est compliqué, que l'emmener au sol, c'est pas facile non plus, qu'en striking, il fait pas rigoler. Bryce Mitchell non plus, il fait pas rigoler. En fait, c'est que maintenant, moi-même, je dois me reprendre parce que toutes ces sorties et toutes ces péripéties verbales en dehors de la cage, dans mon cerveau, je commençais presque à, tu sais, pas le voir comme un rigolo, mais être en mode c'est pour ça qu'on le connaît plus qu'autre chose, etc. Là, revoir ces combats, ça m'a mis une petite douche froide. Non, alors on se calme, il est ultra chaud et il est très très efficient dans son MMA total.
et la manière dont il était capable de mettre Danny Gay, par exemple, au sol, avec vraiment une facilité assez déconcertante, parce que justement, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va te plonger dans les jambes, que quand il te touche, il fait pas trop rigoler non plus, et qu'il peut faire du mal, Bryce Mitchell, qu'il est pas que en anglaise, qu'il met aussi beaucoup de kicks, et que en plus, comme il est gaucher, c'est assez galère. Oui, il est gaucher, et que c'est donc assez galère à appréhender. Donc, je suis étonné qu'il soit aussi grandement favori Jean Silva, d'autant plus que, comme on l'a dit, comme lui, il est très très plat sur ses appuis, il est plutôt en mode José Aldo, c'est-à-dire qu'il est posé, il n'y a pas de mouvement à l'Adesanya un peu léger, aérien, où il va vraiment essayer d'être dur à verrouiller, et puis il va te sniper dans un angle que tu n'as pas vu venir. Il est devant toi, il bouge pas, par contre, viens le chercher. Et c'est là où c'est toute la difficulté contre Jean Silva. Mais donc, il n'a pas affronté Jean Silva, un mec comme Bryce Mitchell jusqu'à maintenant. Il a affronté que des gars qui majoritairement restaient debout. Il y a eu un tout petit moment en clinch vite fait contre Drew Dober, et c'est là qu'on a quand même pu voir, intéressant, qu'il était très très solide physiquement, Jean Silva. Ça a été un clinch, ça a duré 3 secondes, et il l'a dégagé, mais comme un malpropre, vraiment en mode, alors par contre casse-toi de là, mais c'est vraiment... Physiquement, tu sentais qu'il était quand même très 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 solide, Jean Silva. Il est petit pour la catégorie, donc forcément dense et tanké quand tu vois un peu sa stature. Donc, on va voir comment ça se passe, puisque si c'était du pur striking, je pense que Bryce Mitchell se ferait éclater. Mais c'est du MMA pur, et il n'a jamais affronté quelqu'un comme Bryce Mitchell, avec autant de menaces et une telle maîtrise des changements de niveau, et du fait qu'il te met dans une situation où tu ne peux jamais t'exprimer sereinement et correctement debout comme tu le fais d'habitude quand tu es contre des strikers. Tu as quand même cette question de qu'est-ce qui se passe si Bryce Mitchell arrive à le mettre au sol. Alors c'est ça, parce que autant c'est pas Khabib, Bryce Mitchell, mais autant c'est une galère, une vraie galère. C'est-à-dire que quand il t'a mis au sol, Bryce Mitchell, il faut que tu sois de calibre international, mondial, top 15, c'est une certitude en MMA, si tu veux t'en sortir et t'en sortir sans prendre une petite soumission au passage. Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est que à moins qu'il ne le mette KO rapidement ou alors qu'on voit une défense de takedown absolument incroyable, ce qui est possible, hein, parce qu'on ne sait juste pas, mais à moins qu'il ne montre ça Jean Silva, on devrait quand même avoir des passages où tout au moins, on le voit sa lutte et on voit son grappling. Et là, ça va être très intéressant, puisque de la même manière qu'il est très dynamique et constamment en train de mixer tout en MMA, Bryce Mitchell, au sol, il est très très opportuniste, et surtout, il est constamment dans sa mentalité, c'est la mentalité d'un conquérant qui est constamment en train d'essayer d'avancer sur toi, de progresser, de modifier, avancer sa position, et ou de te soumettre, et ou de te mettre dans des sales positions, et ou de te frapper en même temps dès qu'il trouve une ouverture. Et il le fait avec vraie maestria. Il a un vrai gros niveau, mais un des meilleurs de la catégorie au sol, Bryce Mitchell. Et donc, ce serait absolument pas étonnant que fin de la hype et qu'on voit un Bryce Mitchell soumettre Jean Silva. Je n'en serais absolument pas étonné, tellement il est chaud, Bryce. On va avoir beaucoup de réponses avec ce combat, parce que c'est vrai que quand vous regardez la carrière de Bryce Mitchell, et t'as très bien fait de le dire, c'est que les très grands ou alors performances de fou à la Josh Emmett, où c'est un des plus gros KO de l'histoire tout simplement, puisqu'il l'a littéralement laissé pour mort, et certains médias en profitent pour faire des petits posts là-dessus. Ouais. Pas nous, hein. Pas nous. Bon, après, je dis pas ça. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de faire le dribble de trop, mais non, il avait vraiment pris tarif Bryce Mitchell contre Josh Emmett. Et en gros, c'est vrai que si Jean Silva arrive à s'imposer, on pourra se dire, bon, t'es quand même de la trempe de Josh Emmett, ancien challenger au titre intérimaire, et il y a Topuria, et là on pourra vraiment se dire, pourquoi pas commencer à aller chercher le top 5. Mais si Jean Silva perd, ça veut pas dire que le mec c'est fini pour lui, c'est juste que battre Bryce Mitchell, il faut quand même avoir un très très haut niveau. Donc vraiment pour moi c'est intéressant, et puis l'avantage aussi, c'est là où on voit que l'UFC a tout compris, hein, littéralement là, c'est parfait pour Jean Silva, parce que tout le monde va être pour lui. S'il s'impose, alors là, t'es sur l'autoroute pour être le favori des fans. Vas-y. Je sais pas en vrai, hein. Parce que autant il s'est mis du monde à dos, Bryce Mitchell, avec ses déclarations osées, mais autant il a aussi des gens beaucoup de gens qui le suivent et qui justement kiffent ce côté de Bryce Mitchell en mode je dis tout, j'ai pas peur de la censure, j'ai peur de rien et machin.
Donc, en vrai, je suis curieux de voir qui sera pour lui. Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens, lors de la conférence de presse, là, depuis qu'il a sorti ces trucs qui étaient vraiment complètement cons. Là, encore avant, c'est ce qu'on se disait avec Rust lors de nos discussions. On rappelle peut-être ceux qui ignorent, c'est il avait réussi à sortir quand même dans une phrase Hitler est un mec avec lequel j'aurais pu aller pêcher. Ouais. C'est quoi déjà? Enfin, il a une phrase comme ça et en mode c'est bon, à partir du moment où il a pris de la drogue, là c'était plus terrible, mais avant ça, je veux pas dire exactement quels étaient les termes, mais on était sur un bail comme ça, quoi. Et depuis là, c'est là où les gens se sont dit bon, TT Platis, c'est un peu, on va dire, c'est divertissant, mais là tu franchis cette limite où c'est un peu compliqué pour nous. Et donc du coup l'UFC s'est dit allez, on va le matcher contre Jean Silva. Pronostic du choc, monsieur? Pronostic du choc. La raison me dirait peut-être Bryce Mitchell. Quoi que ce... Non, mais en fait, dans le sens où c'est, comme tu l'as dit, c'est tellement... On n'a aucune garantie ni aucune certitude et en fait pas beaucoup d'informations sur le niveau de sol et les défenses en MMA pur et takedown sur Jean Silva, parce qu'à l'UFC on n'a jamais vu Jean Silva dans ce genre de situation, que on ne sait pas. J'aurais tendance à dire que vu tout ce qu'il montre. Vas-y, pardon. J'allais dire, on a quand même les infos sur Bryce Mitchell quand il affronte un striker qui est assez dangereux, ça se passe mal pour lui. Et que le mec a du répondant sur justement les mises au sol, les tentatives d'amener au sol. En fait, ça va être ça. Ça va être, on va voir, mais je ne serais effectivement pas surpris que ça se passe un peu comme Ilia Topuria, même si à l'époque, je sais plus ce qu'il avait, mais je sais qu'il avait un gros pépin de santé. Bryce Mitchell était en mode, justement, après le combat contre Topuria, il était en mode plus jamais je prendrai un combat en étant malade comme un chien ou un truc comme ça. Bon, le fait est que effectivement, il est tombé contre un striker complet en la personne de Ilia Topuria et qui frappe extrêmement dur et qui n'a pas peur forcément d'aller au sol. On va voir si c'est le cas de Jean Silva. Maintenant, en termes de... J'aurais tendance à me dire que Jean Silva, il est quand même sur une pente où t'as l'impression qu'il va faire des trucs grands. Je ne sais pas quoi, mais l'impression de facilité qu'il a montré jusqu'à maintenant et avec laquelle il a démantelé tous ses adversaires. Il y a un truc spécial qui se passe avec Jean Silva et je sais, c'est de l'ordre de l'impalpable, mais je pense qu'il va battre Bryce Mitchell et probablement salement. Je pense aussi KO Jean Silva, deuxième round. On enchaîne les gars avec Yair Rodriguez contre Patricio Pitbull frère. Patricio Pitbull frère, ancien champ du Bellator qui vient d'arriver à l'UFC. L'UFC qui fait visiblement assez course chez le Bellator / PFL, puisque apparemment Aaron Pico, et on en reparlera avec Russ, devra affronter Movsar Evloev prochainement. On est sur le dossier, vous inquiétez pas. Oui. Pas mal ça. Ouais, mais ça montre bien qu'ils sont vraiment. Alors comment faire pour ne pas lui filer le title shot? Voilà, un mec qui n'était pas l'UFC. Donc là, on a Yair Rodriguez qui était, honnêtement, je trouve, dans une impasse. Le gars, ça fait 6 piges qu'il est membre du top 3. Il n'arrive pas à passer ses paliers, les paliers nécessaires à être champion et à être le digne héritier, on va dire, pour le MMA mexicain. Et donc là, Yair Rodriguez qui est favori chez Winamax. Cote à 1,52, cote à 2,15 pour Patricio Pitbull frère. Ça ne me surprend pas, mais je ne serais pas étonné que le Brésilien s'impose. Moi aussi. Alors après... pour ceux qui le connaissent peut-être pas d'ailleurs, en termes de style, on peut le résumer en quelques secondes. Patricio Pitbull frère, c'est quelqu'un qui est très petit pour la catégorie featherweight. Il a combattu en bantam, mais ça n'a pas été une franche réussite, et il a combattu aussi en lightweight, mais on sent qu'il était un peu sous-dimensionné. Il est à 1m68, petit bras 1m66, donc il est vraiment petit même pour les featherweight, mais c'est une boule d'explosivité. C'est-à-dire que là, je crois qu'il a à peu près l'âge de Chandler, c'est-à-dire 37 ou 38 ans. Même son dernier combat contre Kennedy, il est d'une rapidité, c'est absolument affolant. Vraiment, t'as des moments où t'as l'impression qu'il se téléporte, et son style de combat, forcément avec un tel physique, il est en conséquence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche à se rapprocher, faire des blitz, c'est-à-dire des attaques assez éclairs. Il a des très très bons contres, en mode, tu sais, il décale la tête et en même temps il t'envoie une ogive nucléaire, et c'est quelqu'un effectivement qui généralement essaye d'avancer sur toi, de te coincer, de te pousser un petit peu le dos à la cage, de te faire déclencher. C'est quelqu'un il y a eu pas mal de combats où il a été
il y a eu des combats, c'était des guerres, attention, des guerres totales, mais il y a eu des combats, d'ailleurs notamment son dernier contre Kennedy, où tu sentais qu'il était un peu attentiste et que c'est simplement qu'il attendait, il mettait la pression et il attendait justement de faire déclencher le mec en face pour pouvoir le contrer et l'exploser. Et il a un bon MMA, il préfère largement être debout. En fait, quasiment tous ses combats, s'il peut, il les passe debout, à moins qu'il y ait un gros problème, ou à moins qu'il n'ait besoin de vraiment faire une différence. De temps en temps, on l'a vu utiliser les takedowns. Et petit point intéressant, Rust, pour nos amoureux des statistiques, 36 victoires pour Patricio Pitbull frère, 12 à la décision, 12 pardon, je pense que tu voulais. 12 à la soumission et 12 par KO TKO, pardon. Ah il a pas discriminé, 12-12-12 le poteau. C'est pour ça. Et alors, il est très complet, mais comme majoritairement il veut mettre des KO parce qu'il a des mains qui sont en bronze, il ne se sert qu'assez rarement de sa lutte, mais on l'a vu le faire et avec pas mal d'efficacité, notamment contre la cage. Je pense à Daniel Strauss. Contre Daniel Strauss, de toute façon, il en a mis plusieurs et à peu près dans tous les endroits du ring, dans ses différents combats. Et vraiment, quand il s'y met, c'est qu'il choisit bien ses moments et il est vraiment efficace pour mettre les gars au sol et ensuite les soumettre. Et pareil, quand il les met au sol, généralement, il essaye d'avancer vers des finitions ou en tout cas, il y va pas juste pour faire du lay and pray et rester là à ne rien faire. Et c'est pour ça que je suis assez intéressé de ce combat contre Yair Rodriguez, c'est que si ça ne se passe que debout, alors il a largement les moyens de mettre KO Yair Rodriguez, mais on sait que c'est quand même un sacré risque si tu es contre Yair Rodriguez et que tu veux uniquement faire du striking. Les gens qui ont eu le plus du succès contre Yair, ça n'est un secret pour personne aujourd'hui, ce sont les gens qui ont mixé, qui ont fait du MMA, qui ont créé un espèce d'état d'alerte et de menace constante chez Yair Rodriguez de mise au sol et ou en tout cas de je vais te choper, te mettre la main dessus. Donc on a vu Volkanovski le faire, Frankie Edgar en son temps, Brian Ortega lors du tout dernier combat où c'est à partir du moment où Ortega a commencé à faire du dirty MMA et à le choper, à le clinch et puis au sol et puis contre la cage qui se transforme en takedown et puis ground and pound et machin. Même Max Holloway. Mais absolument, même Max Holloway, il a dû avoir recours à ça puisque debout ça commençait à être un peu trop chaud. Donc en fait, il aurait quand même sacrément tort probablement de se priver de tel chemin vers la victoire Patricio Pitbull. Maintenant, reste à savoir s'il y arrivera contre Yair, puisque ça n'est pas non plus... On a dit qu'il était très bon pour les mises au sol quand il en fait. Ça n'est pas non plus effectivement ce qu'il fait le plus, donc à voir s'il arrivera à le faire contre quelqu'un de la trempe de Yair Rodriguez, qui donc va probablement s'y attendre, puisque je pense que maintenant Yair Rodriguez sait que ça va être le chemin que choisiront tous les gars qui en ont la possibilité pour le battre, d'utiliser le grappling et le MMA. Mais ce qui est insupportable, c'est que le mec, on voit pas ses progrès. C'est ça qui, moi, me saoule avec Yair Rodriguez. Ça fait depuis Frankie Edgar qu'on sait là où appuie, à savoir son premier test en carrière, vrai gros test grandeur nature. Et depuis, il y a aucun moment où on s'est dit, ça y est, il a passé ce step-là et maintenant on peut être rassuré. Non, c'est ça, on n'a jamais été rassuré. Et c'est vrai que là, c'était vraiment triste le dernier combat parce que il le commence d'une manière contre Brian Ortega. En fait, on se dit, c'est qu'une question de secondes avant que ce soit terminé. Et après un premier round qui est probablement un 17 ou équivalent, il se fait remonter par Brian Ortega. Brian Ortega prend la confiance et comme il n'a pas été mis hors d'état de nuire, il commence à avancer vraiment sur Yair Rodriguez, à le choper, lui mettre la main dessus, faire du dirty boxing, du grappling, de la lutte contre la cage, du clinch et au sol. Et on sent que petit à petit, il a trouvé la manière de battre Yair Rodriguez. Yair n'a plus de solution. Et puis effectivement, à partir de là, c'était en revanche plus qu'une question de temps. On le sentait avant qu'à moins d'un KO miraculeux un petit peu, qu'il réussisse à trouver la faille et la soumission. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, Brian Ortega. Donc, on voit qu'au début des combats, il met un petit peu des déplacements latéraux pour être un peu insaisissable, qui garde sa distance à lui, qui est la distance de kick. Yair Rodriguez, maintenant on le sait, c'est le kicker fou, c'est le mec qui veut... Sur chaque low kick, par contre, il veut t'assassiner. Sur chaque middle, il veut t'assassiner. Là encore, attention les middle, parce qu'il faudra pas se faire choper la jambe et être mis au sol contre Patricio Pitbull non plus. Donc voilà, pour faire assez simple, c'est vrai que on n'a pas fait Saint-Cyr pour le dire. Il faut absolument que Yair Rodriguez reste debout et qu'il échappe au takedown. Et probablement, s'il veut avoir le plus de succès et de chances de succès Pitbull, il faut qu'il mette en place
assez rapidement des menaces de takedown et ou des vrais takedowns, puisque s'il restait en pur striking contre Yair, il aurait ses chances, mais j'aurais quand même tendance à mettre un gros avantage à Yair. Ce que je regrette moi juste, c'est ne serait-ce que pour la fraîcheur physique, parce que c'est vrai que Patricio Pitbull frère là, on sent quand même, 37 piges, il va avoir 38 piges cette année. T'as quand même cette question qui se pose pour lui, et direct d'entrée t'affrontes un gars comme Yair Rodriguez qui au cours de sa carrière, quand vous regardez qui il a affronté, malheureusement c'est vrai qu'au Bellator il y a pas le même roster qu'à l'UFC. Depuis AJ McKee il avait peut-être pas affronté des mecs de ce calibre là, donc c'est là que ça m'inquiète un petit peu pour lui, mais j'aurais juste aimé l'avoir à l'UFC un petit peu plus tôt. Mais en tout cas c'est bien, parce qu'en cas de victoire on pourrait peut-être avoir le Volkanovski Patricio Pitbull frère. Et je vais dire Patricio Pitbull frère. Ah ouais, quand même. Ouais. Soumission deuxième. Patricio Pitbull frère. Ouais, il peut. Après, deuxième, putain, ça voudrait dire qu'il a réussi quand même à soumettre un Yair encore frais. Ouais. Ça, ce serait balèze pour le coup. Parce que ce soit Volkanovski ou Ortega, ils ont quand même réussi à l'avoir, avec aussi un peu le côté fatigue et le côté il s'en sort plus trop de Yair. Mais après, il peut démontrer une efficacité au sol. Mais ouais, moi je vais dire Yair Rodriguez, et je vais dire Yair Rodriguez, c'est en 3 rounds en plus. Donc Yair Rodriguez, il n'y aura pas ce côté ça peut durer 5 rounds, il peut être explosif, alors là à tir larigot. Enfin, cela dit, Patricio Pitbull aussi du coup. Mais j'aurais quand même tendance à dire que Yair Rodriguez va réussir à ne pas être remis au sol, et que debout il va réussir à imposer sa distance et à imposer ses kicks et à faire mal, et peut-être jusqu'à mettre KO Patricio. Donc je vais dire victoire par KO de Yair au deuxième. God damn. On enchaîne les gars avec le co-main event, qui est peut-être le combat le plus attendu de cette soirée auprès du public. Le choc entre Michael Chandler et Paddy Pimblett. Ça bouge enfin chez les lightweight, donc Chandler qui n'a plus gagné depuis sa victoire contre Tony Ferguson. Ça fait très 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 longtemps, mais bon, il arrive toujours à se placer le monsieur. Et du côté de Paddy Pimblett, ça y est, il a enfin sa chance potentiellement pour un title eliminator, puisqu'il a dit qu'en cas de victoire il demanderait le titre. Donc on a en termes de classement 7ème pour Michael Chandler, Paddy Pimblett 12ème du classement lightweight, et en termes de favoris, cote à 2,20 pour Michael Chandler, 1,60 pour Paddy Pimblett. Et bien là, je ne sais pas qui va s'imposer, même si j'étais très content de voir que Michael Chandler, je crois, c'est dans la dernière interview qu'il a accordée à ESPN, il a conscience qu'il doit être intelligent. Enfin, on a quelqu'un qui se dit je vais utiliser mon cerveau, et que pour lui, le combat où il était le plus déçu, ça a été la revanche contre Charles Oliveira, où il s'est dit putain, il y avait peut-être mieux à faire. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ouais, j'y croirai quand je le verrai. Après, ça va être intéressant aussi. C'est vrai que franchement, cette carte-là, elle est quand même très très cool. Mais ça va être intéressant parce que, en vrai, je pense que Chandler peut vraiment battre, et assez salement, Paddy Pimblett sur ce coup-là. Ah, mais à 1000%. Ouais. Parce que Chandler, il a la défense de takedown. Au sol, pour soumettre Michael Chandler, faut quand même y aller. Et Charles Oliveira n'a pas réussi en 5 rounds, hein. Même si Dustin a réussi, mais après c'était dans un combat de folie aussi. En 5 rounds, en 8 rounds, Rust. En 8 rounds. Et lors du premier combat, je crois qu'il arrive à lui prendre le dos assez rapidement, si je ne m'abuse. Ou peut-être au deuxième round. Enfin, il y a un moment où il y a une situation où on se dit que ça peut être chaud. Et en plus, debout, vous connaissez Paddy Pimblett. Je pense qu'il n'a aucune envie de se prendre une toise de l'espace. Donc, non, moi je pense que vraiment, si Michael Chandler vient pour gagner, et pas pour récupérer le bonus comme ça a été le cas, par exemple le combat contre Dustin, il y a vraiment beaucoup de combats qui sont très frustrants de Michael Chandler pour ça, même le combat contre Justin Gaethje, je pense vraiment qu'il peut s'imposer contre Paddy Pimblett. En fait, moi, ce qui me fait un peu peur pour Paddy Pimblett, c'est que, tu vois, les derniers combats qu'on a vus de Michael Chandler, c'était que contre des monstres, parce que forcément, l'UFC l'a mis en bombe, mais que ce soit Charles Oliveira, Dustin Poirier, Gaethje et donc Oliveira 2, c'est des gars qui ont quand même une sacrée puissance dans les poings, tous autant qu'ils sont, là les 3 qu'on a cités, et qui ont donc été capables, qui peuvent maintenir en respect Michael Chandler. Et Dan Hooker, c'est un mec qui il fait salement mal. C'est un peu plus de l'attrition. On pourrait faire l'argument un peu comme Dustin Poirier, mais il y a cette sensation
avec Dustin Poirier quand même que quand tu fais des échanges en mode c'est la guerre avec Dustin Poirier, il frappe aussi très très lourd. Et en fait, et puis après, bon, Dan Hooker aussi, c'est assez similaire dans la manière, en tout cas, d'infliger des dommages à Dustin Poirier, mais Dan Hooker, il s'est fait choper, donc après, voilà, très clairement. D'ailleurs, magnifique, hein, on peut le dire aussi, c'est un fameux coup au corps de Chandler sur un blitz, et ensuite il remonte avec une énorme bombe à la tête. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est je ne pense pas là de ce qu'on a vu jusqu'à présent que Paddy Pimblett ait de quoi forcer le respect debout de Michael Chandler. Et parce que ce que j'avais marqué en rematant les combats, c'est que probablement que la meilleure solution pour Paddy Pimblett, c'est pour essayer d'éviter un petit peu de prendre la sauce debout, de faire ce qu'a fait Charles Oliveira, qui était tellement intelligent lors du tout dernier combat, qui était un peu de harceler debout Michael Chandler pour lui niquer son rythme, pour lui niquer son timing, pour être constamment en train de l'empêcher de charger des coups et des attaques, et à base de constamment un petit front kick par-ci, un low kick par-là, un middle, constamment le harceler en mode DCA avec ses jambes, essayer de le mettre sur le reculoir pour le plus possible le mettre le doigt à la cage pour ensuite avancer vers, et ça c'est ce qu'a pas mal beaucoup fait Charles Oliveira, avancer vers, poum, tu le mets contre la cage, tu le mets au sol ensuite, tu travailles à partir de là. Donc plus tu peux l'empêcher de charger et de s'exprimer debout, Chandler, mieux c'est. Mais sauf que ils avaient la possibilité de faire ça aussi, tous ces gars-là, parce que on savait que si jamais il les touchait, que ce soit Oliveira, Poirier, Gaethje, ça faisait du sale. Et même en soi Ferguson, même si du coup il a pris un front kick de l'espace, mais Paddy Pimblett, il a pas ça. Quand il met des kicks, alors certes, c'est des kicks, hein, et puis c'est mis par un combattant professionnel, donc ça fait sans doute mal, mais debout, même s'il frappe plus fort, il frappe fort Paddy Pimblett, ça n'est pas les mêmes impacts que tous les gars qu'on a cités avant. Et donc, à la place de Chandler, probablement que Chandler, il va arriver dans ce combat en mode, il y a quand même moins de risques que je puisse y aller à fond, et que je puisse exploser sur Paddy Pimblett. On sait aussi que Paddy Pimblett a une défense en striking qui est pour l'instant pas extraordinaire, si ce n'est un peu douteuse. Il encaisse, il prend des coups, ça n'est pas fou ce qu'il propose en termes de défense. Donc, comme en striking, il y aura un énorme différentiel de puissance et que je ne sais pas si Paddy arrivera à maintenir en respect Chandler, ça peut être dégénéré très vite, très fort en fait. Maintenant, si ça va au sol, par contre, je pense effectivement que Paddy aura l'avantage, mais à quel niveau ? S'il a été capable de résister, même si c'était un peu en mode 11 en défense, hein, bien sûr, mais il a été quand même capable de résister pendant 5 rounds ou 8, selon comment on voit les choses, contre Charles Oliveira, qui pourtant donc l'a mis au sol dans quasiment tous les rounds. Hein. Ça veut donc quand même dire effectivement que c'est pas si facile que ça, même s'il a déjà été soumis par des gars. Donc je suis pas très confiant pour Paddy Pimblett. Après, il est sur une très bonne dynamique. Il a quand même soumis vraiment très facilement King Green, mais c'était le premier combat vraiment réellement où on se disait à propos de Paddy Pimblett, ah oui d'accord, là il y a quelque chose qui se passe. Donc, et t'avais un chemin clair vers la victoire aussi par contre pour Paddy Pimblett. Et en plus il a fait une sale erreur King Green en lui-même allant se foutre dans une guillotine, personne ne sait pourquoi. Donc en fait, on est là dans une situation avec Paddy Pimblett où on est clairement sur du vert et du positif en mode ah oui là il a montré des choses extraordinaires, mais on attend quand même de voir, de confirmer, puisqu'on a vu ça que sur une seule performance. Et c'est pour ça que tout ça mis en même temps, et qu'il n'a pas forcément non plus 5 rounds si jamais il y avait un objectif de peut-être crever petit à petit Chandler, parce qu'on sait qu'au niveau du cardio ça peut partir vite vu qu'il est très explosif. Tout ça en même temps, c'est vrai que ouais, théoriquement, normalement, Chandler, là, il est vieux, il est sur la pente descendante et Paddy monte. Mais je suis pas confiant, hein. Stylistiquement, je suis pas confiant du tout, là. Ouais, pareil, je pense que l'UFC de bas, ils se sont dit Paddy problème, mais à mon avis, ça va être très ça va être très compliqué pour lui. Je veux une victoire de Michael Chandler, même s'il est à 2-4 sur son run à l'UFC. Je pense qu'il va tabasser Paddy Pimblett. Voilà. Moi, j'en ai un peu peur aussi. Et j'espère juste qu'on ait un Chandler qui vienne pour gagner. C'est juste ça. C'est juste ça le truc qui me fait vraiment peur avec lui. Parce qu'à chaque fois, il le dit. C'est aussi ça ce problème, c'est que on l'avait déjà dit avant son précédent combat. Il s'était fait engueuler par son coach Henry Hooft, qu'il y avait cette prise de conscience de utilise un peu plus ton QI combat parce que tu vas pas pouvoir éteindre les mecs directement à ce niveau-là. Et
Il avait déjà dit qu'il allait tirer les enseignements des défaites passées. Malheureusement, non. Bon, là, il est contre un gars, en fait, c'est surtout ça où là, j'espère qu'il y a eu cette déclaration chez ESPN et par rapport aux autres gars, je veux dire, perdre contre Dustin Poirier, perdre contre Gaethje, perdre contre Charles Oliveira, sont des légendes de l'UFC, c'est entre guillemets pas grave. Là, il est contre un gars où il y a vraiment la place de gagner. Paddy Pimblett, comme tu as dit, il est pas encore à son niveau, il a pas encore ce CV là, et vraiment, il bat Paddy Pimblett, il se remet dans une bonne dynamique. Donc, il y a moyen, Michael, s'il te plaît, voilà, mets le KO. En plus, ce serait formidable. Ce serait formidable. Bah ouais, parce que là pour le coup, on est tous d'accord avec Henri Hooft sur le QI combat, mais pour le coup, ce serait peut-être pas le bon moment d'expérimenter en faisant un peu du truc à la touche ou en allant au point POINTS et en étant un peu en mode on va faire du point fighting, on va faire ça intelligemment, Là, pour le coup, s'il y a bien un combat où justement on n'est que en 3 rounds, il faut y aller à fond et justement ton explosivité et le côté physique poseront des problèmes, c'est maintenant. Donc putain, ce serait le pire là, presque qu'on ait un Chandler transformé qui fasse un espèce de truc à la touche en mode à toi à moi là. Non, pas forcément à la touche, pardon. Quand je disais ça, c'est pas dans le sens à la touche, mais c'est des décisions prises de combat. décision, Oui, juste, exactement, genre typiquement Dustin Poirier, tu n'échanges pas en anglaise avec lui alors que tu commences déjà à te faire doser et à te moucher sur son visage. Donc c'est plus ces trucs là, et je pense qu'avec Paddy Pimblett, voilà. Là, il a pas un boulevard, mais stylistiquement, c'est peut-être le meilleur des gars dans le top 15 pour se relancer. Donc Chandler, on sait que tu nous écoutes. Voilà. Ton pronostic final? Non, c'est clair. Je mets Chandler. Il a quand même un gros menton, Paddy. Je vais mettre Chandler par décision. Ok. Et ben moi, Chandler KO. Mais chaud, parce que ouais, s'il y a du KO, ça va aller vite, probablement. Ouais. Je sais pas. Chandler KO première. Allez, let's go. Ouais, c'est possible. Et le main event. J'ai tellement peur. Le main event, Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. Les gars, c'est terrible parce que si vous suivez le MMA depuis un certain temps, je pense que vous êtes tous comme nous. Vous n'attendez même pas, vous êtes en train de vous dire vivement dimanche 10h qu'on soit au courant de ce qui se passe. Parce que là, on est sur le point, c'est soit le renouveau, soit définitivement le déclin pour Alexander Volkanovski qui se retrouve donc pour le titre featherweight. Il devait affronter Ilia Topuria. Ilia Topuria a rendu sa ceinture, enfin l'UFC lui a retiré sa ceinture et il monte désormais chez les moins de 70 kilos. Il affronte Diego Lopez, il est favori, code à 1,70, Diego Lopez 2,10. Pour moi, si on a le Volkanovski qu'on doit avoir, tu vois, pas avec les dommages qu'il a pris, je pense qu'il n'y a même pas match et il humilie Diego Lopez. Vraiment, je pense que c'est une humiliation au regard de ce que Volkanovski propose. J'ai juste peur que tout se passe comme prévu jusqu'à ce qu'il se fasse éteindre. Voilà. Ouais. C'est un peu ça qui fait flipper, effectivement. Parce que si on fait rapidement un résumé des forces en présence, c'est vrai que Volkanovski, on le connaît, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un combattant. C'est peut-être un des combattants, tu sais, un peu à la Mighty Mouse à l'époque, mais tu sais qu'il sait tout faire à l'excellence. Et ça fait, et non seulement il est très bon, excellentissime dans tous les domaines, mais il les lit parfaitement. C'est un des combattants les plus beaux à voir combattre, de toute façon. Maintenant, voilà. Le problème, c'est que bien que Volkanovski, s'il faut mettre les gars au sol et en même temps faire du gros ground and pound, pas de problème. Regardez ce qu'il a fait hier, Rodriguez. S'il faut rester debout et faire des masterclass, pas de problème. On peut demander à Korean Zombie. S'il faut... voilà, je sais pas d'autres exemples, mais vous avez compris. Il fait ce qu'il veut, et c'est vrai que, à moins qu'il ne tombe contre des gars qui sont dans leur domaine encore meilleurs que lui et suffisamment bons dans les autres pour lui résister, ça fait du Ilia Topuria qui, bien que le combat était très serré jusqu'au moment du KO, il y a quand même eu KO. Et que contre Islam Makhachev, bien que ça ait été extrêmement serré, et surtout lors du premier combat, lors du deuxième, différence de puissance, et puis surtout Islam qui trouve une solution magnifique avec ses kicks, il y a KO. T'allais dire quoi? C'est-à-dire, en plus, le côté avec Volkanovski, c'est qu'en dehors de... Allez, parce qu'il y a le premier combat, évidemment, contre Islam Makhachev, certains voient une victoire de Volkanovski, mais mentalement aussi, le mec est insubmersible. Le combat contre Brian Ortega, par exemple. Donc, à part si vous le mettez KO, sinon ça va être très très compliqué pour vous. En fait, c'est ça. Et donc, voilà, on sait que, et en plus, il est bon dans toutes les distances, même s'il préfère quand même, si on est en pure striking, être à une distance un peu plus éloignée pour mettre, parce qu'il a une très grande allonge, même s'il est petit pour la catégorie Volkanovski, et il préfère pouvoir dérouler un petit peu avec son jeu, notamment avec sa jambe avant, ses low kicks. Enfin, je dis sa jambe avant, de toute façon, il change beaucoup de garde, mais voilà, où il peut
dérouler et faire, tu sais, toute sa panoplie il va te mettre tous les kicks possibles et imaginables, beaucoup surtout de low kick et avec beaucoup de jab et de trucs en direct, mais il peut vraiment tout faire et tout lier dans à peu près tout type d'enchaînement et à toute distance, mais il est quand même mieux à distance de kick. Et ensuite, dès qu'il veut te mettre au sol, il change un petit peu, il te met des timings, etc. Ou alors il t'amène contre la cage, mais disons, il peut tout faire. Tandis que Diego Lopez, pour l'instant de ce qu'on a vu de lui, il est assez complet aussi. On l'a vu ne pas avoir trop de problèmes lors des phases de transition contre Brian Ortega, qui pourtant, on a parlé de Jair Rodriguez plus tôt, on sait à quel point il est efficace quand même, que ce soit en dirty boxing ou pour venir te chercher, pour les mises au sol, quelles qu'elles soient, de tout type, etc. Enfin, il est quand même très très bon, Brian Ortega. Il est excellent quand il cherche à te mettre au sol et qu'il t'a mis la main dessus, il est quand même excellent. Et pourtant, Diego Lopez n'a pas eu, à moins que... non, il n'a pas eu énormément de problèmes contre Brian Ortega et il a su rester debout. Et debout, il fait ses dégâts en anglaise, il a des bons low kicks. Mais là où il est excellent, Diego Lopez, c'est qu'effectivement, il a une manière d'intercepter. En fait, quand tu engages contre Diego Lopez, pour faire très simple, t'as pas intérêt à rester trop longtemps dans la poche, parce que je sais pas à quoi c'est dû, mais quand vous regardez les combats de Diego Lopez, si t'es un mec qui arrive, qui engage en anglaise contre Diego Lopez, quel que soit l'angle avec lequel t'arrives, quel que soit le timing avec lequel t'arrives, quel que soit ce que tu fais, t'as l'impression que c'est presque magique, même si c'est pas hyper académique et orthodoxe. C'est toujours Diego Lopez qui va réussir à te fumer et lui, il va pas prendre de coups. Dans tous les échanges où ça dure un petit peu en anglaise. Mais c'est bizarre, hein. Vous allez regarder le combat avec Brian Ortega, c'est étrange. T'as des moments où Ortega, pourtant on sait qu'il est quand même bon aussi en anglaise Ortega, il engage, escarmouche, et à la fin de l'escarmouche, il a pris 3 coups parce qu'il envoie des combos Diego Lopez, et t'as l'impression que tous les coups de Brian Ortega étaient un petit peu dans le vent. C'est peut-être une impression que ça donne, mais enfin en tout cas les résultats sont là. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que pour Volkanovski, ça voudrait probablement dire se cantonner à des coups, des simples coups, surtout ne pas tenter d'enchaînement et encore moins en anglaise contre Diego Lopez, parce qu'il a l'air d'avoir un peu de magie en fait avec lui. Il est extrêmement brutal et il met des KO. Il n'a pas mis KO pour un Ortega, mais il a mis des knockdowns, il a mis des KO à l'UFC. C'est pas forcément le mec le plus technique, et c'est pour ça qu'on a quand même tendance à donner l'avantage à Volkanovski, c'est que il fait mal, il a ce truc-là quand dans les échanges en anglaise où tu te dis c'est presque magique et où il est extrêmement dangereux, mais le reste du temps, on sent qu'il n'y a pas la même sophistication, mais vraiment on n'est pas au même niveau pour l'instant, peut-être que ce sera le cas plus tard, mais entre les deux, normalement, il y a une classe d'écart techniquement en fait. Donc, tout ça pour dire, à moins que ce soit une erreur un peu faite par Volkanovski, on aurait tendance à se dire que sur 5 rounds, et peut-être en moins s'il arrive à mettre au sol et à être efficace après l'avoir vraiment bien attendri pendant 2-3 rounds, et qu'il fait comme Yair Rodriguez en fait. Mais voilà, à moins qu'il fasse une erreur grosso modo et qu'il se fasse choper, ça devrait aller quoi, c'est ça que je veux dire. On est d'accord. Je pense, victoire de Volkanovski. Les gars, on a vu ce qui s'est passé avec Adesanya, on a vu ce qui s'est passé pour Volkanovski lors des 2 derniers combats. On n'est pas à l'abri d'un déclin, mais si on a prime Volkanovski, en tout cas celui qu'il était il y a de cela 1 an et demi, normalement, une victoire. Je pense qu'il s'impose par décision unanime de mon côté. Ouais, moi aussi, je vais dire décision unanime, ouais. Allez, décision unanime pour le Volk. On a fait le tour sur cette carte de l'UFC 314, chargée comme à chaque passage de l'UFC en Floride. Il n'y a pas de combat ultra banger, je pense que là vous allez, si vous êtes fan de MMA, c'est pas là que vous allez convertir beaucoup de vos potes, mais en tout cas ça vaut le coup de passer sa nuit blanche parce que, on n'en a pas parlé, parce que voilà, mais ouverture de main card, on a quand même Nikita Krylov contre Dominic Reyes. Dominic Reyes outsider, je suis assez surpris parce que... Je vois plutôt une victoire de l'Américain. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se terminer pour nous. Quand je dis j'espère une victoire d'Alexander Volkanovski. Qu'on oublie tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et puis voilà, Rust. Je pense qu'on a terminé. Ouais. Allez, MyProtein, moins 30%. Surtout MySweetPea, les gars. Avec le code LASUEUR. Et puis...
Oh, regarde, oh là là, on se régale. Et puis Oli-Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. See ya.